Donc avec la seconde table ronde, on en a déjà un petit peu et même plus qu'un petit peu parlé au cours de cette première table ronde, puisque voilà, on va parler maintenant des contenants réemployables et donc des différents matériaux. Alors il y a du verre, vous allez le voir, il y a du plastique toujours. Le plastique c'est utile, même s'il est parfois décrié. Et il y a aussi de l'inox et d'autres matériaux. Et donc voilà, différents matériaux qui s'imposent petit à petit dans ces contenants réemployables et qui s'imposent aussi auprès de différents publics. Alors vous allez le voir, on en a parlé aussi un petit peu déjà, le public des professionnels où ça prend, que ce soit, on vient de parler de la restauration collective encore, mais même restauration commerciale, et puis le grand public, plus timidement, on l'a vu aussi, on va reparler des conditions et de ce qu'il faut faire pour accélérer, ce dont on a aussi déjà un petit peu parlé. Donc voilà. Et donc pour ça, j'appelle tout de suite à me rejoindre. Alors Morgane Guilleux, Sophie Nguyen, Claire Nidam et Shu Zhang. Alors, petite précision que j'ai à vous apporter pendant que voilà, les transferts s'opèrent. Nous devions avoir avec nous aujourd'hui Laurent Chignon, qui est directeur de marque Food Service chez Arc, le groupe Arc. Mais malheureusement, les TGV nous font des leurres aujourd'hui. Alors là, ce n'était pas les TGV, il a eu un problème avec le métro à Paris pour accéder à la gare pour prendre son TGV, donc il a loupé son train. Et donc, il s'excuse auprès de vous de ne pouvoir être avec nous. Mais Laurent Chignon, donc chez Arc, devait, comme vous vous en doutez, nous parler de verre, de contenants en verre réemployables. Et on a tous chez nous des contenants en verre pour la cuisine. Installez-vous, mesdames, comme voilà, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de voilà, non. Vous voilà, vous emparez d'un micro. Et donc, il devait nous parler effectivement de contenants en verre, puisque Arc a sorti une gamme qui s'appelle So Urban, une gamme de 4 contenants en verre, justement réemployables évidemment, pour la restauration à emporter, la vente à emporter. Alors ils sont aussi très axés sur la restauration collective et ils ont déjà vendu, pour vous donner une idée, puisque cette gamme So Urban, je rappelle, n'a été lancée que début 2021, donc année encore une fois perturbée bien sûr, 300 000 articles déjà vendus de cette gamme de 4 références, donc différentes tailles de contenants verts. Voilà, c'est dit. Donc maintenant, je vais vous présenter nos intervenantes, puisque là, voilà, on a une table 100% féminine, super. Alors, je vais commencer avec vous, Shu Zhang, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice et CEO de Pandobac. Vous avez un stand un petit peu au centre du salon. Vous êtes l'une des 3 cofondatrices de Pandobac. Et c'est une entreprise, Pandobac, voilà, alors je vous laisse vous installer, super, vous gérez, qui fournit un service complet de caisses plastiques réutilisables. Alors voilà, le plastique il est toujours là, hein, on le disait, on ne peut pas se débarrasser de lui partout et tout le temps. Et pour le transport de denrées alimentaires, notamment des industriels, vers leurs clients. Donc là, on est dans le B2B, clients, commerçants et RHF. Tout à fait. Et on a également des bacs qui sont présents sur la Reuse Line. Voilà, tout au bout du salon. Quand vous viendrez prendre votre verre tout à l'heure, l'apéro, après les conférences, vous pourrez voir donc les Pandobac. Claire Nidam, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Berny. Oui. Alors Berny, c'est une start-up nantaise. Vous l'avez créée il y a combien de temps ? Création 2020. 2020, ok. Qui conçoit donc des contenants réemployables en inox. Vous nous en avez apporté quelques exemplaires. Donc, vous voyez, voilà, les contenants en inox. Vous êtes l'une des cofondatrices, hein, je l'ai dit, de Berny, pardon. Et donc là aussi, alors là, on est dans un monde un petit peu différent. On est dans un monde de B2B2C, puisque les industriels vont apporter ces contenants voilà, pour des produits finis, bien sûr, produits frais finis, ou ce sont des magasins aussi qui vous les achètent directement, des hyper et super, pour conditionner sur place en magasin des produits frais qui seront mis en vente en libre service, je précise. Hein, c'est du LS pour l'instant. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Et on est aussi présent sur la Reuse Line. Et présent aussi sur la Reuse Line, voilà, super. Alors, pas de micro, voilà, on va passer. Alors, je vais vous donner, voilà, Sophie. Alors, on vous a déjà présenté, hein, malgré vous, je suis désolé. Sophie Nguyen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait l'effort de nous rejoindre, parce que c'était visiblement pas si facile que ça ce matin. Vous êtes responsable réemploi et vrac chez Citeo. Alors Citeo, bon, tout le monde connaît, hein, ex-éco-emballage, c'est l'acteur français de la REP, hein, de la responsabilité élargie des producteurs. Et donc la mission de Citeo, c'est de tout faire pour réduire l'impact environnemental des emballages mis sur le marché par les industriels et les acteurs de la GSM. Non, c'est autre chose, GSA, pardon. Entre GMS et GSA, je me suis berlificoté, donc les acteurs de la GSA, les grandes surfaces. Donc merci d'être avec nous. Mais avec plaisir, merci pour l'invitation. Voilà.
Et donc, comme je l'ai dit, on vous a déjà mise dans le bain des conférences un petit peu avant. Et Morgane Guilleux, enfin, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes chef de produit industrie agroalimentaire chez Groupe Knof Industrie. Tout à fait. Voilà. Et Knof, je vous présente en deux mots. Hein. Vous développez des solutions, je relis mes notes là, vous voyez, de packaging, isolation et protection à base de polystyrène. Polystyrène expansé, mais aussi différentes résines plastiques. D'accord, ok. Et là encore, on est dans le monde des industriels, donc on est dans du B2B essentiellement. Oui, pour le B2C, on en fait également, mais c'est comme Bernie, B2B2C. D'accord, ok. Alors, une première question. Peut-être, est-ce qu'on peut caractériser, alors c'est une question qui s'adresse à vous quatre, mais peut-être plus à vous, Sophie, quelle est la taille aujourd'hui alors je l'ai un peu posé cette question tout à l'heure, la taille du marché du réemploi en France, est-ce qu'on a une idée déjà? Alors, on a une idée, mais qui commence un peu à dater. C'est d'ailleurs les seuls chiffres officiels que vous avez repris dans la brochure, que je vais regarder en Alors, pense-bête. allez-y, pendant que vous feuilletez. Parce qu'il y avait marqué source Citeo, je tiens à remettre à César. Alors, on a monsieur dans la salle. Monsieur, quelle est la taille du... Non, non, je plaisante. C'était une blague. Non, en fait, les seuls chiffres que l'on connaît, ils ont été publiés par l'ADEME en 2017. Ouais. Ça concerne uniquement le gisement du verre pour tout ce qui est emballage ménager. À date, on n'a pas d'autre référencement qui a été effectué, donc on ne peut pas préciser ce chiffre-là. On sait en revanche que depuis 2 ans, il y a énormément d'expérimentation et donc d'autres emballages réemployables qui sont mis sur le marché, avec pour le moment de grandes difficultés à appréhender le gisement. Et puis on a quelques chiffres sur la palette et les fûts pour tout ce qui est emballage industriel et commerciaux. Et vous pouvez nous communiquer ces chiffres, s'il vous plaît? Mais oui, je vais tout de suite retrouver la bonne page, parce que je l'ai vu pendant tout que vous à cherchez, l'heure. effectivement, c'est ce que nous a dit aussi l'ADEME tout à l'heure, hein, ce que nous a dit Léonard Boniface. Effectivement, vous l'avez vu, des études, l'ADEME est en cours de réalisation d'études qui vont permettre de caractériser ce marché, de donner aussi ses conditions, à quelles conditions il peut fonctionner, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ces chiffres seront effectivement les bienvenus, je crois. Oui, oui. Pour réactualiser un peu. Oui, tout à fait. Ouais. Tout le monde les attend. Il y a aussi un gros sujet sur comment est-ce qu'on calcule les chiffres du réemploi. Voilà. Et l'Observatoire du réemploi a parmi ses missions d'apporter un éclairage sur la méthodologie de calcul du réemploi. Autant ça paraît assez évident d'imaginer que si la bouteille est lavée avant d'être remise en marché, c'est une unité réemployée. En fait, c'est pas si simple parce qu'il y a des phénomènes de saisonnalité. Parfois, les emballages sont stockés pendant de longues périodes à des étapes de la chaîne de valeur. Et un exemple qu'on nous a souvent donné, c'est que sur la palette, par exemple, est-ce que si entre 2 entrepôts industriels, je réemploie ma palette, est-ce que c'est compté comme une palette réemployée, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait nécessairement une étape intermédiaire où il va y avoir un acteur tierce qui va la laver ou la remettre en état? Et aujourd'hui, il n'y a pas de... Il y a des zones grises. Voilà, il y a des zones grises. Okay. Donc page 16 de la brochure, vous avez les Alors je ne vais pas vous imposer chiffres. De nous faire la lecture, mais juste les 2 chiffres principaux peut-être. Oui, on a 7000 tonnes d'emballage en verre pour la partie ménager, 7000 tonnes par an, mais encore une fois, ce sont des chiffres de 2017. Donc on sait que ça a augmenté depuis. Et sur la partie industrielle et commerciale, 220 000 tonnes de verre réemployés à travers tous les circuits CHR, café, hôtel, restaurant. La plupart des bouteilles que vous consommez en terrasse, puisque maintenant on peut retourner en terrasse, elles sont réemployées. Et 1,7 million de tonnes de palettes par an sont réemployées. Voilà, bon, c'est effectivement une partie des chiffres que tout à l'heure Léonard, excusez-moi, avait donné. Merci Sophie de les redonner, parce que je pense que c'est bien d'avoir ces chiffres bien en tête, voilà, et de se dire qu'il y a beaucoup de chemin à faire quand même, encore. Alors, question qui s'adresse à vous trois, Morgane, Claire et Chou. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé sur ce marché du réemploi qui est naissant, naissant? Pas dans le B2B, on l'a dit historiquement, les Français ont eu l'habitude de récupérer les bouteilles vertes avec le vin, etc. Néanmoins, aujourd'hui, dans la forme qu'il a, c'est un marché nouveau. Et pourquoi est-ce que vous êtes lancé sur ce marché? Donc, pas forcément si facile. Alors, Chou, peut-être pour démarrer. Ok. Alors moi, j'ai eu une expérience en fait en restauration juste avant de créer Pandobac. Donc, c'est vraiment une expérience très personnelle qui m'a amenée à aller dans le réemploi.
c'est que du coup, avec mon restaurant, je commandais des marchandises tous les jours de mes fournisseurs et en fait, ça arrivait dans des cartons, des cagettes en bois et des caisses polystyrène et c'était vraiment une horreur. Donc, s'il y a des restaurateurs ou des commerçants dans la salle, je pense que vous partagez ça également. Et je me suis dit que c'était pas possible en fait de continuer comme ça et qu'il fallait apporter quelque chose voilà, pour répondre à ce problème et d'où aussi donc Pandobac pour des bacs de transport professionnel. C'est parce que je l'ai vraiment vécu en tant que professionnel. Que besoin de professionnels réels sur le marché aujourd'hui. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci. Claire, même Oui. question. Même question. Pour nous aussi, chez Berny, on est 2 cofondateurs. L'envie de créer Berny, donc une solution pour opérer des contenants réemployables, est venue d'un constat personnel en tant que consommateur. Comment on fait pour continuer à nourrir notre famille sans consommer d'emballage à usage unique? On ne trouvait pas la solution sur le marché, donc ça nous a donné envie d'agir sur le sujet et plus précisément sur le sujet à un niveau industriel, puisque on est persuadé que pour continuer à alimenter les Français demain, on a besoin de la cadence industrielle, on a besoin de l'industrie agroalimentaire. Et pourtant, les gisements d'emballage à usage unique sont dans l'industrie. Et donc, on a pris le pari d'aller travailler une solution pour répondre à ce problème-là. D'accord, ok. Et donc, vous l'avez dit depuis 2020, entreprise créée en 2020, Voilà, Berny. on a commencé en 2020, on a lancé vraiment les premiers tests, les premiers concepts début 2021. Et depuis, on en reparlera, je pense, Oui. mais voilà, on voit que le réemploi prend de l'ampleur, intéresse les metteurs en marché, que ce soit les acteurs de la distribution ou les industriels de l'agroalimentaire qui sont vos 2 cibles. qui sont nos 2 cibles aujourd'hui Ok. et qui s'emparent vraiment du sujet. Merci. Morgane, donc même question, Knauf Industrie, pourquoi se lancer sur ce marché du réemploi? Knauf qui est un industriel très connu et reconnu. Hein. Donc c'est exactement ça. Ça fait déjà quelques années qu'on propose des solutions réemployables donc à nos clients industriels dans tout ce qui peut être santé ou l'automobile par exemple. Mais aujourd'hui donc on se tourne sur des emballages plutôt B2B2C en recherchant des solutions et proposer des contenants qui soient réemployables pour tout ce qui va être agroalimentaire. Donc là pour le coup il y a des nouveaux défis qui se profilent pour nous. Tout ce qui va être notamment nombre de rotations, migration, etc., lavage, qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui avec les bacs, avec les industriels qui avaient une utilisation entre guillemets propre de l'emballage et uniquement de manutention et de logistique. Ils prenaient le bac, ils le remplissaient et hop, ça repartait. Donc là, il y a un peu plus de questions à se poser et de réflexions à avoir par rapport à ça. Et ça agit aussi sur la conception même des emballages, où là vous l'avez parlé, c'est toutes les étapes ultérieures, lavage, collecte, etc., remise à dispo, mais est-ce qu'il y a aussi des questions du coup qui se posent sur la conception même des emballages, si ils ont cette fin d'être réemployés, est-ce qu'il faut les concevoir aussi peut-être un peu différemment? Oui, exactement. Notamment, il faut qu'ils soient beaucoup plus solides. Ils vont faire plusieurs rotations, donc là on n'est pas sur de l'emballage unique. On a une idée du nombre de rotations, vous êtes fixé des horizons, des objectifs? Mais c'est un peu ce qui était dit sur la table ronde précédente. Il faut absolument faire contenant-contenu pour pouvoir avoir un nombre de rotations qui soit cohérent. Aujourd'hui, quand on s'était posé la question de se lancer là-dedans, il y avait donc la norme réutilisation, le réemploi, etc. Nous, aujourd'hui, on s'est basé sur une norme qui part sur 20 lavages au lave-vaisselle avec contact alimentaire avant-après, mais ça reste une norme, c'est théorique. Par contre, dans la vraie vie, il faut prendre en compte l'utilisation du produit, le lavage industriel, le remplissage, etc. Le transport, donc, il faut vraiment faire contenant-contenu pour avoir un résultat qui soit cohérent. Je dis 20 lavages, c'est peut-être 20 rotations, mais ça ne veut rien dire dans les faits. Il faut vraiment... Donc des expérimentations, voilà. Il faut expérimenter. On est sur le marché du réemploi, on est sur un marché encore vraiment de l'expérimentation, du test. Il faut aller sur le terrain, confronter les hypothèses aux réalités.
il faut être plusieurs. Déjà, en tant que fabricant d'emballage, tout seul, c'est pas possible. Il faut qu'on soit accompagné donc, par les metteurs en marché, par les laveurs, par les magasins aussi, par exemple, par Citeo, qui du coup peut mener des expérimentations, ou même Réseau Vrac aussi, avec le test qu'il a pu faire avec on en a parlé, les contenants en amont. Donc c'est vraiment un travail de l'ensemble de la filière. D'accord. Alors, petite question qui s'adresse aussi à vous trois, mesdames, alors, à l'exception de vous, Sophie. Est-ce que vous pouvez faire rapidement le positif, négatif, je veux dire, avantage, inconvénient de vos différents contenants réciproques et voilà, et de rappeler effectivement, parce que je l'ai dit en introduction, mais en quoi est-ce qu'ils consistent et voilà, quels sont leurs points forts et leurs éventuels points à améliorer. On ne va pas parler de points faibles, voilà, de points encore à améliorer. Allez-y, Chou peut-être pour démarrer. Oui, alors nous, pour rappel, c'est vraiment des emballages donc qu'on appelle tertiaires, enfin secondaires ou tertiaires, qui sont des emballages de transport. Nous, par exemple, dedans, on transporte des produits frais bruts dedans, donc des fruits et légumes, de la viande, du poisson. Le poisson est mis vraiment directement dans la caisse pour être transporté. Contenant intermédiaire. Oui, sans contenant intermédiaire. Ça remplace la caisse polystyrène. Qui est un vrai poison, un vrai fléau. Un vrai fléau. Et du coup, nous, on a, pour l'utilisation qu'on en fait du transport vraiment logistique, palettisé, etc., qui arrive, qui part d'un fournisseur, d'une usine et qui arrive à des entrepôts et des commerçants, il n'y a aucun autre choix en fait que le plastique réutilisable. Donc en fait, je pourrais donner des avantages et des inconvénients, mais en fait, il n'y a pas de, il y a pas d'autres solutions aujourd'hui. Les avantages, c'est que c'est hyper solide, c'est à contact alimentaire, bien entendu, c'est recyclable entièrement parce que c'est du monomatériau, c'est lavable aussi très facilement, c'est léger, donc pour du transport c'est idéal. Alors la question que tout le monde se pose dans la salle, que les internautes se posent, est le coût. Voilà. Quand je suis industriel et que je vais devoir m'y colter, voilà, combien ça va me coûter l'investissement? Après, ça dépend. Il y a plusieurs modes d'acquisition en fait de ces contenants. Il y a de l'achat, donc effectivement, il y a un montant d'investissement. Mais derrière, nous, ce qu'on propose, c'est justement d'enlever cette partie d'investissement et on facture en fait un service qui est en fait facturé vraiment au contenant. Donc en fait, avant, il achetait X caisses polystyrène. Maintenant, il achète X utilisation en fait de bacs réutilisables. Et nous, on arrive à être moins cher. C'est un service plus qu'un objet. Il n'est pas propriétaire des caisses, il les loue, c'est un système de location en fait, mais avec un service associé. Avant, au final, il achetait un emballage hygiénique, donc il était propriétaire, mais de manière très, très courte. Fugace, oui. Voilà. Et du coup, on arrive à être moins cher que l'emballage à usage unique. Et après, donc les inconvénients, pour revenir sur la première question du plastique, c'est que ça reste du plastique, donc forcément on a parfois des remarques par rapport à ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en faisant des analyses de cycle de vie, ça reste le matériau pour l'utilisation qu'on en a en tout cas, qui est le plus écologique parmi tous les autres qui pourraient être possibles. Voilà, du coup ça reste du plastique et on espère qu'il y aura des évolutions de matériaux pour pouvoir proposer d'autres choses, mais aujourd'hui on n'a pas aussi. Sur la légèreté, c'est surtout le lavage et la robustesse en fait, vu qu'ils sont quand même lavés de manière industrielle et en fait voilà, aujourd'hui rien d'autre est possible. Alors avant que vous preniez la parole, Claire, juste je reviens sur ce que j'ai dit le fléau des caisses polystyrène. Je suis désolé, je vous ai vu réagir, Morgane, vous avez tout à fait raison. Je retire ce que j'ai dit, le polystyrène rend d'immenses services, c'est vrai. Voilà. Après, les restaurateurs ont des poubelles qui débordent, je le sais pour en avoir eu au téléphone un certain nombre, mais ils se font taper sur les doigts par leur copropriété dans l'immeuble qui leur dit attendez, vous nous saturez les poubelles avec vos... Voilà. Mais ça rend d'immenses services. La caisse polystyrène, c'est une réalité de laquelle personne ne conteste. Oui, pardon. Claire, et je vous redonne la parole après. Donc notre contenant, nous en fait quand on a commencé à travailler sur le sujet, notre démarche, puis vous l'avez compris, on travaille avec les industriels de l'agroalimentaire, donc notre démarche a été d'aller voir ces industriels et d'échanger sur les matériaux qu'il était possible d'envisager pour, encore une fois, l'utilisation qu'on va en faire. On a envisagé le plastique, le verre, l'inox alimentaire. Et on est resté sur l'inox alimentaire parce que pour nous, c'est un matériau qui est déjà largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Les machines industrielles sont déjà fabriquées dans ce matériau.
Donc il est connu pour être apte au contact alimentaire. Il apporte un bon ratio poids-résistance, même si il va être plus lourd que le plastique, il va quand même être relativement léger. Combien pèse ce format que vous avez apporté? Alors, vous avez apporté 2 formats différents. Oui, voilà. Celui-ci, il pèse 170 grammes. Donc, c'est quand même significativement plus lourd que le plastique à usage unique. Mais pour un contenant qu'on va aller réemployer, qui a pour vocation d'être le plus durable possible, à durer dans le temps, il est quand même relativement léger. Voilà, il ne se casse pas, il est recyclable en fin de vie. Voilà. Donc pour nous, c'est un très bon candidat pour ce principe de réemploi sur une certaine catégorie de produits. Et le scellage, le système de scellage, comment est-ce qu'on le ferme? Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on doit travailler. Comment rendre un contenant comme ça hermétique? Comment ne pas perdre en qualité de conservation des aliments? Parce qu'il y a évidemment des questions de gâchis alimentaire, etc. Et le but, c'est pas de perdre en performance de ce point de vue-là. Nous, on est sur une solution qui est hybride entre réemploi et recyclage, puisqu'on va sceller nos contenants par soit un flow-pack plastique, enfin un film rétractable comme ceci, soit un opercule. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler et que vous pouvez voir sur le salon. Mais voilà, c'est vraiment une solution hybride. On ne voulait pas mettre de couvercle sur nos contenants pour vraiment tout un tas de raisons. La première, c'est qu'on ne veut pas que les gens gardent les contenants à la maison. Ne deviennent pas des Tupperware. Ouais. Voilà, le principe du réemploi, c'est bien que le contenant fasse le maximum de cycles possible. Sinon, ça n'a pas de vertu écologique. Et alors, même question que celle que j'ai posée à Chou, le prix, l'investissement pour les industriels ou les magasins, parce que vous l'avez dit. Ouais. Donc nous, on ne vend pas nos contenants. Notre solution, on l'a créée comme une solution de contenant standardisé et universel. Enfin, universel. En tout cas, ça sera l'objet du débat tout à l'heure, oui. Voilà. Mais qui a vocation à être partagé par les différents metteurs en marché. Pour la bonne et simple raison qu'on ne veut pas se mettre à trier différents formats de contenants, etc., etc. Donc, on garde la propriété des contenants, on les met à disposition de nos clients, que sont donc les enseignes de la grande distribution et les industriels. Ils vont conditionner leurs produits dans le même contenant. Voilà, il n'y aura plus de propriété. Et on va leur facturer, comme Pandobac, on va leur facturer le coût de service, de collecte et de lavage du contenant. Des boucles des réemplois, les fameuses boucles des réemplois. D'accord. Et ce prix, il va être indexé sur le format du contenant, mais aussi les volumes de contenants qui vont être commandés et collectés, le nombre de points de collecte. Voilà. D'accord. Et il y a une question de consigne. Il y a une question de consigne. Pour le consommateur, puisque là, on va jusqu'au consommateur, donc se pose la question du retour du contenant, le problème de la collecte, gros problème dont on parlera aujourd'hui, bien sûr. Donc en fait, vous, consommateurs, quand vous allez dans votre supermarché, vous allez choisir de consommer votre produit dans un contenant consigné plutôt que dans un contenant jetable. Vous allez passer à la caisse et payer une consigne sur votre contenant. Vous allez rentrer chez vous, consommer votre produit et la fois d'après, en retournant dans votre supermarché, vous allez rapporter vos sacs de courses et vos contenants. Et vos contenants, vous allez les rendre au magasin et vous faire rembourser votre consigne. Aujourd'hui, c'est le système qui est utilisé qui prévaut, et qui a vocation aussi à évoluer en fonction de la prise en main du système par les points de vente. Une petite barquette comme ça est consignée 2 € qui couvre la valeur du contenant. Une grande barquette comme ça est consignée 3 €. Donc c'est un prix qui est incitatif pour rapporter le contenant, puisque maintenant l'emballage va avoir une valeur et une valeur perçue et une vraie valeur. Et voilà. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens les rapportent un maximum. D'ailleurs, hier, nous avions à cette table Arnaud Roland, qui est le directeur RSE de Coca-Cola France, et qui disait que la seule solution, à ses yeux, pour qu'il y ait un retour des contenants d'une manière vraiment industrielle, si j'ose dire, ce sera d'instaurer la consignation comme elle existe dans d'autres pays européens, y compris sur des emballages en aluminium. Il parlait de canettes, évidemment, chez Coca, on connaît ce genre de choses. Donc les canettes, l'alu et le plastique, les bouteilles plastiques aussi sont consignées en Allemagne. Certaines bouteilles, d'ailleurs, Léonard le disait tout à l'heure, Léonard Boniface de l'ADEME. Voilà. Donc il y a fort à parier que le législateur en France, à un moment ou un autre, appuiera sur le bouton. Voilà. Et donc les consignes deviendront des habitudes. Voilà. Morgane, à vous. Donc maintenant que j'ai rectifié mes erreurs sur le polystyrène.
Donc nous, pour tout ce qui va être emballage amont, donc on est sur du polypropylène expansé, donc qui sera une matière qui peut intégrer du recyclé, qui sera recyclable, qui sera légère et solide, résistante au choc et surtout isotherme. Après, pour tout ce qui est emballage en aval, on va avoir aussi également quelque chose de léger et surtout un spectre d'application qui sera assez large. Ça pourra passer au micro-ondes, par exemple, comme aller au congélateur, en fonction des typologies d'utilisation. Il y aura également tout ce qui est pasteurisation qui est envisageable. Donc là, on va conserver finalement les mêmes propriétés utilisées par les industriels jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, donc ça, c'est quand même intéressant. Ouais, ouais. Après, effectivement, là, ce qui reste à travailler, mais ce qui n'est pas du tout une barrière, c'est ce côté nombre de rotations et résistance dans le temps avec toutes ces problématiques nouvelles, en fait. Et donc là, c'est plus le design de l'emballage qui va jouer pour pouvoir permettre de faire ces rotations supplémentaires. D'accord, ok, super, c'est très clair. Merci à toutes les trois. Alors, rapidement, on parle de marché de B2B, on parle de marché de B2B2C. Est-ce que selon vous, alors c'est un peu la question qu'on a abordée aussi peut-être avec le problème de la collecte des consignes, est-ce qu'il y a une place, alors en B2B c'est une évidence semble-t-il, en B2B2C, avec toutes les réserves que ça impose, l'usage par les consommateurs, le fait qu'ils veuillent les garder, qu'ils ne les ramènent pas, etc., qu'ils les maltraitent, bon, voilà, toutes ces questions. Est-ce qu'il y a une place aussi pour le B2B2C sur le contenant réemployable? Alors, je ne sais pas, vous pouvez, Sophie également, répondre. Toutes les quatre. Alors, Sophie, on ne vous a peut-être pas encore beaucoup entendu. Est-ce que vous voulez commencer par répondre à la question piège? Je veux parler, moi aussi. C'est prévu. Non, mais je pense que la réponse est oui. Sinon, on ne serait pas aussi nombreux, d'ailleurs, sur cet espace. Et ça a été dit pendant l'introduction, il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que c'est une attente réglementaire. Alors, c'est jamais la manière la plus glamour de rentrer dans un sujet, mais néanmoins, ça a quand même une vertu que de mettre les acteurs en mouvement et mettre des dates en face. Voilà, de les faire se parler et de les faire collaborer les uns avec les autres. Ça, vraiment, on ne peut pas enlever ça aux législateurs. Il faut que ça marche parce que je pense que la société civile est prise en étau entre une volonté de pouvoir consommer de façon vertueuse et d'avoir systématiquement une grosse culpabilité qui est renvoyée. Donc ils cherchent des solutions. Certaines personnes arrivent à le faire à titre individuel et je pense que c'est ce qui a beaucoup fait progresser la consommation du vrac dans les dernières années. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse aussi embarquer les personnes qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas faire évoluer leur organisation individuelle ou familiale. Donc, c'est quoi les solutions qu'on leur propose? Et en fait, c'est vraiment une coordination entre plusieurs éléments. Il faut qu'on trouve des solutions d'emballage, mais cet emballage, en fait, il s'intègre dans un tout, dans un dispositif. Comment est-ce qu'on met en place un dispositif national qui puisse permettre un équilibre économique, qui soit viable économiquement, qui soit performant d'un point de vue environnemental, puisqu'on est quand même en train de faire cohabiter le réemploi avec aujourd'hui un système de recyclage qui est optimisé depuis 30 ans. Donc forcément, la marche est haute. C'est ce que disait Fabrice tout à l'heure. Exactement, tout à l'heure. Et puis, au-delà du dispositif, au-delà des opérations, il faut qu'on puisse apporter des nouvelles garanties. Les industriels qui sont capables de vendre leurs produits au prix qu'on connaît, c'est parce que derrière, il y a énormément d'optimisation de coûts, des cadences industrielles qui permettent justement cette réduction des coûts. Et de fait, dès qu'on change un élément, donc là, on est en train de dire qu'on va vendre aux industriels non plus des emballages neufs qui sortent de l'usine, mais des emballages lavés. Donc elles sortent d'autres usines, les usines de lavage, mais elles doivent présenter les mêmes garanties. Qui porte la responsabilité? On va en parler tout à l'heure, absolument. Avec le dispositif. Oui. Mais oui. Sur la table ronde suivante sur l'écosystème. Oui, non, mais vous avez raison, c'est évidemment des sujets qui se posent, qui sont très importants. Et sur cette question donc du B2B2C, il n'y a pas que pour le B2B. Non, je dis ça parce que c'est vrai que c'est un peu la crainte que les gens peuvent avoir en disant oui, ok, sur le B2B ça marche, mais c'est des marchés très particuliers, etc. B2B2C, ça part dans la nature. Alors là, c'est peine perdue.
La grande différence entre des expérimentations ou des solutions comme celles qui existent depuis longtemps hein, sur les emballages industriels et commerciaux et qui fonctionnent très bien, la preuve en est, c'est que la solution de Chou, elle est aujourd'hui compétitive, elle est moins chère que l'usage unique. Pourquoi c'est si difficile de l'imaginer pour le B2C et donc le consommateur, c'est que cet emballage, il part, en fait, il n'est plus dans les mains des industriels. Et donc, quels sont les leviers qu'on a pour engager le consommateur à adopter ce nouveau geste, à avoir la rigueur de ramener l'emballage, la consigne. Alors, la consigne en est une, mais elle ne présente pas que des avantages. Ah non. C'est facialement, le prix il est augmenté du montant de consigne, donc ça présente quand même des grosses difficultés. Et puis, je vous donne un exemple, on parle souvent de l'Allemagne comme étant un peu le pays qui a réussi à craquer le sujet de la consigne pour réemploi. En Allemagne, déjà, ils font que de la bouteille. En France, on imagine un monde où il y aurait de la barquette, du pot, du bol, un bocal, des bouteilles, donc une grande diversité de contenants. Ça pose des sujets sur tous les dispositifs de récupération de ces contenants-là. À quoi vont ressembler les machines ou les meubles qui vont récupérer tous ces emballages-là. Et en Allemagne, le samedi après-midi, dans les supermarchés, il y a la queue devant les machines de déconsignation, puisque comme ça fait vraiment partie des habitudes de consommation, il y a beaucoup de bouteilles à rendre. Donc les Allemands ont intégré ça, ça fait partie de leurs habitudes. Alors, j'aime pas trop les clichés genrés, mais apparemment, l'homme ramène les bouteilles et la femme va faire les courses. Bon, bref, on peut imaginer l'inverse. Mais... Et donc, c'est quand même des changements culturels. Est-ce qu'aujourd'hui, on a préparé les Français à cette éventualité-là qu'il allait falloir trouver le temps de déconsigner et de ramener tous les emballages. Donc la maille consommateur, c'est celle qui va présenter le plus de résistance, et qui va être la plus difficile et la plus complexe, mais la plus intéressante aussi à embarquer. Donc là, il y a de la com, il y a des campagnes publiques, et des incitations financières sûrement. Alors, oui, Claire, vous avez fait ce pari du B2B2C, donc la consignation, etc. Alors racontez-nous rapidement l'expérience que vous avez menée et quelles sont les conclusions que vous en avez tirées. Oui, justement, le mars 2021, c'était vraiment une expérience qu'on a faite. On a acheté des contenants sur le marché, on les a proposés à un supermarché, des contenants en inox. Et on lui a dit, est-ce que vous pouvez proposer vos produits boucherie, poissonnerie en libre service déjà dans des contenants consignés. Il a été tout de suite partant, on a testé. Et nous, on s'est posé à côté des bacs frigorifiques pendant 2 mois pour regarder en fait ce qui se passait pour le consommateur quand on lui disait, c'est un contenant consigné, tu vas payer 2 €, il faut le rapporter à l'accueil, et donc, évidemment, il y a des freins. La consigne peut être un frein tout le monde n'a pas les moyens de payer une consigne. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une certaine partie de la population, des consommateurs, qui sont en attente de solutions comme celle-là, qui ont tout de suite compris le fait que c'était consigné, réemployable, qui ont tout de suite joué le jeu. Et là où dans notre fameux test, on avait prévu 200 contenants pour les 2 mois de test, finalement, on en a commandé 10 fois plus. Parce que, Pardon, 10 fois plus. 10 fois plus. Parce que le magasin nous a dit au bout de 2 semaines, je ne veux pas de rupture, continuez. Maintenant, j'ai des clients qui consomment. Le magasin, vous avez cité l'enseigne ? C'est un U, dans la région nantaise. Je ne veux pas de rupture, continuez. J'ai des clients maintenant qui sont utilisateurs de ce service. Les clients ont envoyé des lettres à leur magasin et on dit, maintenant, en fait, je choisis ma viande en fonction de ce qui est en contenant consigné. Je ne vais plus me dire je veux telle viande et je vais la prendre dans son contenant, mais je vais choisir mon produit en fonction de son emballage. Donc, un acte citoyen un petit peu quand même derrière. Non mais tout à fait. Et donc il y a une partie de la population qui est prête à faire cet acte-là. Et donc l'indice clé pour savoir si ça fonctionne ou pas, c'est que dès les premières semaines, dès le début du test, on a vu que 60% des contenants revenaient au magasin. 60%. Bon, c'est correct. Ce qui pour nous est prometteur. Voilà, prometteur. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que non, mais c'est vrai. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu de consigne, on pose des contenants consignés dans un bac et dès le début, il y en a déjà 60% qui reviennent. Les gens qui jouent le jeu, et depuis le mois de mars, le magasin continue, donc il est
Il faut peut-être faire des contenants plus vilains aussi pour que les gens les rapportent. Et ben, S'ils sont franchement, trop sympas, ils les gardent à la on maison. s'est posé la question. À 2 € pièce, 3 € pièce, il y a débat. On voulait mettre des petits chatons comme ça qui disaient rapportez-moi, etc. On se pose la question. Aujourd'hui, là, donc, on a fait fabriquer nos contenants cet été. On a écrit en gros dedans, c'est consigné, mais on pense que ça suffit En gros, pas. englouti dans le fond, voilà, consigné. Voilà. On pense qu'il Le faut être message est clair. complètement explicite parce qu'aujourd'hui, consigné dans notre esprit à tous, c'est j'ai pris mon gobelet de festival, j'ai payé 1 €, si je veux le garder en souvenir, j'ai le droit. Mais non, il faut qu'on passe à l'étape d'après. C'est consigné, ça veut C'est pas dire la même logique là. il faut le rapporter et il faut qu'il serve un maximum. Alors, Morgane et après Chou également. Morgane, vous êtes aussi sur ce marché B2B2C. Voilà, le marché vous fait pas peur. Vous dites qu'il y a aussi vraiment un marché, c'est le cas de le dire, dessus. Oui, il y a un marché. Après, c'est très différent de nos interlocuteurs habituels qui ne sont finalement pas des industriels. Par contre, pour nous, à notre niveau, on a besoin que ça s'organise encore un peu, qu'il y ait une vision un peu plus nationale et de standardisation pour pouvoir On va y venir, nous aider, en fait. Parce qu'à notre niveau, tout seul, on ne va pas y arriver. On veut vraiment aider donc, nos clients et apporter donc, notre solution sur le marché. Mais par contre, tout seul, on ne pourra pas. D'accord, merci. Et Chou, alors vous êtes sur un marché B2B. Sophie l'a dit tout à l'heure avec une solution très installée qui fonctionne bien. Le B2B2C, c'est jouable, c'est pas jouable, ça vous intéresse pas? Après tout, pourquoi pas? Non, moi j'y crois beaucoup et comme disait Sophie, si on n'y croyait pas, en fait, on ne serait pas là. Moi, je voulais pas y aller pour des raisons effectivement où c'est des flux qui sont plus complexes et il y a d'autres problématiques à prendre en considération. Et aussi, en fait, vu que c'était venu d'une expérience très personnelle sur les emballages professionnels, en fait, c'était aussi plus logique de partir sur ça. Du coup, le choix a été de dire non, on ne fait pas de consommateurs. On ne veut pas que nos contenants arrivent chez le consommateur. Après, on a aussi des problématiques de retour. De mettre consigné en gros, nous, on a mis sur nos bacs, en gros, propriété de Pandobac. Et à un moment, on avait hésité à mettre attention, amende de temps si vous ne les rendez pas, etc. Donc, il y a aussi des problématiques de retour, bien sûr, mais ce n'est pas les mêmes. Les points de livraison, en fait, on les connaît. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher un tel chez son domicile. On sait où il est, c'est un point de livraison. Donc, c'est plus facile également à aller chercher, quoi. Donc, Alors, question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, vraiment en 2 mots. Aujourd'hui, c'est combien de Pandobac en circulation en France et combien de clients qui tournent avec donc, vos bacs plastiques? Alors du coup, donc nous on a une vingtaine de clients donc qui sont des petits du petit marailleur en fait en Bretagne jusqu'à des acteurs distributeurs nationaux comme Transgourmet. Du coup, ça va assez plein de le portefeuille typologies. est large, Plein de typologies d'acteurs différents. On travaille aussi avec une petite coopérative de fruits et légumes à Lyon. Donc voilà, donc c'est un peu on est sur place, voilà, donc un peu large, disons. Et après, aujourd'hui, on a environ 2000 bacs par jour, du coup, donc, qui circulent, qui remplacent, du coup, 2000 cagettes carton et caisses polystyrène. On espère grossir vite pour avoir encore plus d'impact. C'est ce qu'on vous souhaite, effectivement. Et alors, une question qu'on a abordée, évidemment, et Sophie, qui vous est vraiment là pour le coup destinée, ça sera la dernière réponse avant de prendre les questions encore de la salle, c'est effectivement, on l'a abordé, ça a été abordé par Morgane, ça a été abordé un petit peu par tout le monde, il y a ce besoin de standardisation, visiblement, c'est la condition première, pas la seule, mais la première en tout cas, pour que ce marché prenne forme. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que Citeo fait déjà sur le sujet, puisque vous bossez sur ce sujet? Alors, du coup, rapidement, je crois il y a 2 minutes. Il faut que je fasse la version un peu synthétique. Ok. Peut-être juste pour revenir en 2 phrases sur pourquoi c'est important de standardiser les emballages, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Aujourd'hui, je prends l'exemple un exemple qui va un peu vous parler. La bouteille de bière réemployable, elle est pratiquée. Quasiment dans toutes les régions de France. Vous avez au moins une initiative qui permet d'acheter dans certaines boutiques de la bière dans une bouteille qui est réemployable. Aujourd'hui, ces initiatives, elles sont lancées au niveau régional. Donc en fait, si vous voulez, vous avez un mini hub de réemploi autour de la bouteille de bière réemployable dans cette région-là, puis dans une autre, puis dans une autre. Mais malheureusement, parce que ces initiatives sont parties du terrain,
il n'y a pas de porosité, il n'y a pas vraiment d'échange possible entre ces régions. Ça veut dire que si moi j'achète une bouteille de bière dans le Nord, une bouteille lilloise, et que je l'amène chez ma sœur à Noël qui habite Bordeaux, si je la consomme à Bordeaux, je ne peux pas la rendre à Bordeaux, parce que ce n'est pas la même bouteille qui est utilisée. D'où l'intérêt d'avoir une standardisation, puisqu'en fait, on peut avoir des vases communicants entre les régions, on peut avoir aussi des vases communicants entre les industriels. Et donc, n'importe quel producteur de l'agroalimentaire va pouvoir récupérer les emballages vides qui ont été lavés près de son usine. Ça réduit les distances de transport des emballages vides. Tout ça, ça contribue à avoir une solution qui est plus viable économiquement et surtout environnementalement. Donc ça, voilà, c'est pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on cherche à faire de la standardisation d'emballage. Ça optimise les coûts économiques et ça optimise les coûts environnementaux. C'est ce qui est fait, par exemple, en Allemagne. Donc nous, on a, grâce au levier législatif, on a été désigné comme l'acteur pour définir des gammes standardisées pour la France, pour 3 segments, la restauration, les produits frais et les boissons, ce qui est quand même très large. Mon avis est que ça a ciblé les marchés où aujourd'hui il y a beaucoup de plastique à usage unique et donc encourager l'émergence de solutions de réemploi pour substituer le plastique à usage unique. Et on a rassemblé 60 industriels sur ces segments de marché pour travailler justement à la définition de la gamme standardisée. Travailler à la définition de la gamme standardisée, c'est comme le disait Morgane, on part de leur métier. On part de comment aujourd'hui une bouteille de soft, de gazeux, est produite. Quelles sont les contraintes au niveau industriel qui sont exercées sur l'emballage? Quelles sont les contraintes sur la logistique? Quelles sont les contraintes liées à la consommation? Les habitudes consommateurs. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de pouvoir refermer la boisson et on ne s'attend pas à ce qu'en passant au réemploi, ça change cette habitude-là. Donc on a listé l'ensemble des contraintes et on a regardé pour chacun des 13 sous-segments pour traduire restauration, produits frais et boissons, on a regardé en fait le niveau de maturité des emballages existants pour intégrer une filière de réemploi. Clairement, tous les segments ne sont pas du tout au même niveau. Lorsque vous avez la possibilité d'utiliser une bouteille en verre, donc globalement le vin, la bière, l'eau minérale, les softs, on imagine que c'est possible aussi, et je crois que j'en oublie un, et tout ce qui est soupe et jus, on peut trouver un équivalent en verre réemployable. Encore faut-il qu'il soit produit. Donc voilà, maintenant on est capable de les classer par niveau de maturité. Donc vous avez tout en haut les bouteilles en verre et puis tout en bas le plastique. Alors ce qui est aujourd'hui, par exemple, les plats préparés. Les plats préparés, vous achetez une barquette de hachis parmentier. Il y a tout le dispositif industriel de fabrication. Il est organisé autour d'une solution qui aujourd'hui est en plastique à usage unique. C'est ce qui permet de chauffer, de stériliser, de pouvoir éventuellement congeler, etc. Donc on a pu les ranger comme ça par ordre et par niveau de maturité. Donc en bas, et si on veut accéder à cette classification que vous avez établie, c'est possible? Ou est-ce que les industriels peuvent savoir où ils en sont, à quelle catégorie de niveau de maturité ils en sont? Très bientôt. Pour l'instant, les résultats ont été partagés avec les pouvoirs publics. C'est le planning réglementaire qui avait été prévu. Et à partir de janvier 2022, ces résultats tombent dans le domaine public et ils doivent être publiés plus largement. Donc au plus tard, janvier 2022. En fonction, donc on a pu les ranger. On voit que la feuille de route est plus ou moins longue. Voilà, pour les plats préparés, je pense qu'il va y avoir un petit peu de chemin avant de pouvoir le faire à une échelle industrielle, comme tu le disais également. Ensuite, il y a des sujets qui sont communs. Comment est-ce qu'on utilise des étiquettes qui partent facilement au lavage, mais qui soient suffisamment lisibles et qui tiennent quand même sur l'emballage. Donc il y a un gros sujet sur les étiquettes. Il y a un gros sujet aussi autour de la distinction des futurs standards français. Les industriels, les 60 entreprises avec lesquelles on a travaillé sont favorables à ce que demain, le standard français, la bouteille de bière de standard français, elle soit différente de toutes les autres. Que le bocal en verre, parce que ça fait peut-être 3 mois ou 6 mois qu'il est dans mes placards, et ben, au bout de 6 mois, je sais quand même
que c'est un standard réemployable et donc je sais qu'il faut que je le ramène. Alors je vois l'inscription au fond, je trouve ça intéressant, c'est une solution. Prends des notes. Clairement, on ne l'a pas trouvé, hein. C'est compliqué. En Allemagne, ils ont fait une petite collerette de bulles en haut de la bouteille, la Perlenflasche, elle est unique. N'importe qui sait que cette C'est bouteille-là, réemployable, il faut le rapporter. voilà, même si ça fait 10 ans qu'elle est dans la cave, même s'il n'y a plus d'étiquette, on sait qu'elle est consignée, qu'il faut la ramener. Donc Ok. il y a vraiment un vrai sujet sur la distinction. Et puis le dernier sujet, et après j'arrête là, c'est toute l'organisation qui va avec ce standard. Si Ça, le jour où on c'est arrive à définir et à dessiner ce standard, ben, il faut le produire. Donc il faut embarquer les fournisseurs. Ce sera bien qu'on en discute. Et surtout, il faut l'organiser. C'est-à-dire que qui va s'assurer que tous les industriels ont le bon nombre d'emballages en quantité suffisante, au bon moment, en fonction de leur production. Donc voilà, il y a Ça, ce sera cette le- coordination nationale, on va en parler Ouais. dans l'écosystème. Et ensuite, merci Sophie, c'était très clair et synthétique, absolument. Vous avez dit, je pense, ce qu'il fallait dire. Tous les éléments y sont, je veux dire. Et question rapidement pour vous trois, mesdames. Est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous seriez prêts à adopter justement des standards? Un standard. Voilà. Chou, pour commencer. Oui. Oui, bah, nous, c'est plus facile, hein, parce que comme c'est des emballages professionnels de transport, il y a moins de sujets de marketing et de juste, enfin là, ça reste une caisse de transport. Donc on a déjà aujourd'hui en fait un peu des standards qu'on essaie d'imposer à nos clients pour éviter que chacun dise ah oui mais moi je veux un bac un peu comme ça, puis je veux exactement ça comme centimètre de largeur. On essaie de leur dire bah non, enfin voilà, il y a quand même c'est des bacs de transport, vous n'avez pas besoin Et d'autant des poignées de comme ci et comme oui, ça. voilà, vous n'avez pas besoin d'autant de fonctionnalités, sachant qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas en tête non plus, c'est que ça remplace quand même des cartons, quoi. Enfin, donc, sur un carton, il y a quand même zéro fonctionnalité, il n'y a pas de poignée. Donc, quand ils commencent à Encore nous que, dire, il y a des cartons à oui, poignée. c'est vrai. Mais bon. Mais bon, pas très Non, c'est agréable. Donc, en fait, quand ils commencent à nous dire des choses sur les bacs, on leur dit, ben oui, mais enfin voilà, stop. C'est déjà beaucoup Ça mieux. remplace quelque chose, voilà, qui c'est déjà mieux que ce que vous avez là. Et voilà, donc c'est plus compliqué effectivement sur du B2B2C, bien sûr. Ouais. Donc Claire, même chose, adoption d'un standard rapidement, s'il vous plaît. Oui, non seulement on y est prêt, mais nous on est convaincus que c'est comme ça qu'il faut avancer, avoir un minimum de références qui couvre un maximum de besoins. Le standard, nous, voilà, avec nos partenaires industriels, nos partenaires de la GMS, on étudie tous les jours les formats qui sont utilisés dans le jetable pour essayer de trouver aussi quel est le standard le plus intelligent et donc avec plaisir pour Et donc échanger. vous participez aux réflexions. Et On vous êtes participe aux disponible. réflexions et vraiment on est convaincus que c'est comme ça que ça marchera d'un point de vue économique et écologique. Donc au contraire. Même chose Morgane, donc adoption de standard. Oui, tout à fait. Surtout pour nos clients industriels, je pense que c'est quelque chose qui va leur permettre de les motiver à sauter le pas en fait du réemploi et à être un peu moins frileux sur la question. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas forcément ce qui peut leur convenir et ils ont uniquement connaissance de leurs contraintes. Donc effectivement, s'ils ont déjà une liste préétablie, ça va faciliter les choses. Et après, surtout, standard ne veut pas dire impersonnel. On peut quand même conserver une personnalisation de l'emballage et conserver une communication des marques, même si l'emballage, à la base, est un standard. Et ça, c'est important pour eux aussi. Vous avez raison de le souligner, c'est ce que disait aussi Fabrice tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup. Je me tourne tout de suite vers Nathalie. Nathalie, as-tu une question du côté des internautes, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, nous avons une question de Anne-Laure. Est-ce que le citoyen doit rapporter son contenant dans la même enseigne pour récupérer sa contribution? Alors, le retour produit, le retour du contenant, même enseigne, pas même enseigne. Alors bon, là dans le test, c'était eu. Oui. Enfin, depuis, Mais- on a d'autres enseignes. Enfin, nous, on est en démarrage, donc on a 3 points de vente, donc ils peuvent se les interchanger dans les points de vente. Si on parle de la vision à long terme des emballages, qu'on parle de standardisation, qu'on parle de l'exemple de Lille et de Bordeaux, Et donc de restitution. l'idée à terme, quand tout ça sera optimisé et que ça roulera aussi bien que prévu, on peut rendre l'emballage N'importe où. dans un autre point de vente, voire même dans d'autres points de collecte. Tout ça, D'autres est à enseignes. imaginer. D'autres enseignes, Voilà. d'autres points de collecte. Voilà.
J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que de temps en temps, on a des acteurs qui disent mais pourquoi pas même imaginer qu'on le restitue dans un équivalent bac jaune, où on aurait Tout un à fait. dispositif de récupération en bas de l'immeuble. Alors, je trouve l'idée très agréable à envisager. Voilà, faut faire ça. Je ne sais pas comment on va Il faire. faut faire ça. Il va en avoir des poubelles, hein. Il va falloir trouver une couleur. Bon, Non, mais on est capable d'aller au bout de la rue pour déposer ces bouteilles. Il y a oui, c'est vrai les que le camions verre, viennent chercher les déchets chez nous. Pourquoi ils ne viendraient pas chercher des emballages réemployables à la maison? Bon, en tout cas, c'est clé. Hein, les bon, Allemands. après, il y a le problème, s'il y a une consigne et de ça récupérer, c'est peut-être Il y a plus. des bien sûr, solutions. Il y a des Mais solutions. il y a des solutions. Et les Allemands nous le disent, hein, à chaque fois qu'ils envisagent de faire évoluer le dispositif, la première question c'est est-ce que le consommateur va le faire? Si la réponse est non, ils ne l'envisagent pas. C'est clé. C'est juste. Alors, maintenant, question de la salle. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions pour nos intervenants? Vous avez vu, sujet, les contenants en partie de matériaux, de matières premières, et vous avez vu qu'on a envisagé toute une organisation qui se complexifie, mais qui se complète. Oui. Et je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Ok, Grégory, Total Energy. Juste une question là sur les consignes, parce que ça nous intéresse chez Total. Comment vous voyez, là je prends le cas de Super U, enfin Marché U, et par exemple j'achète ma barquette chez Marché U, je paye 2 € à Marché U, et je veux rendre la barquette, mais je vais la rendre chez Carrefour. Donc c'est Carrefour qui va me donner les 2 € entre guillemets. Comment vous voyez le switch, comment on peut arriver jusque-là? Parce que nous, chez Total Energy, on a ce problème-là dans nos stations-service, en fonction de... Des fois, c'est des stations-service qui nous appartiennent, et d'autres, c'est des indépendants. Et on a réfléchi à ça sur le maillage territoire français. Mais encore une fois, comment on gère cette consigne? Alors, nous, la façon dont on le traite chez Berny, c'est que chaque contenant est porteur d'un code unique. Donc, il est identifié. Je sais que ce contenant, je sais qui il est. Et le consommateur, il peut scanner son contenant et choisir de se faire rembourser directement grâce à un outil qu'il a à disposition, qui est celui-ci. Ce qui fait que c'est Berny qui rembourse la consigne au consommateur et non pas le point de vente. Ça, c'est dans le futur parce que c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais disons que c'est une solution qui est envisageable. Je vois que monsieur a fait, voilà. Et Voilà. C'était le maillon manquant. Si je peux compléter, Oui. on peut quand même imaginer qu'à terme, il faudra à nouveau standardiser aussi ce process-là. Ouais. Parce que la GMS ne fera pas un système IT pour Berny, un système IT pour les emballages en verre, un système IT. Déjà, quand on leur dit système IT, on le change, ils sont pas très contents pour le moment. Donc standardiser et puis ce qui permettra de mutualiser. Il faudra imaginer, c'est ce qu'on avait fait pour la consigne pour recyclage. Du coup, ce sera une manne financière qui sera mutualisée entre l'ensemble des emballages. Enfin, on pourrait imaginer que ce soit ça, hein, et qui du coup permettrait de rembourser au fur et à mesure, sans distinction de là où je l'ai pris, avec qui est-ce que je travaille, et là où je l'ai rendu. Mais ça, c'est une vision à terme. Ouais. Ok. Dernière question peut-être de la salle, et après on va passer à la table ronde suivante. Parce qu'on a pris un peu de retard, c'est de ma faute. Du coup, ça rejoint la question d'avant, mais les flux d'argent, ils vont être taxés ou comment ça va se passer? Alors voilà, bon bah Sophie, voilà, vous n'aviez pas pris beaucoup la parole au début, mais là vous êtes sollicité. Alors, c'est taxé les flux? Je suis en train de réviser. C'est pas la même TVA qui s'applique sur les produits et sur les montants de consignes. C'est quoi? C'est un taux à 5 non? Ouais, Il n'y a pas de TVA. Il n'y a, pas Il y a pas de TVA sur la de D'accord. TVA sur les montants de consignes. Du coup, c'est complexe. Je sais, Non, mais vous avez vraiment, répondu à la question, c'est complexe et voilà, il y a une réponse par les taux de TVA. Ouais. Et ça fait partie des difficultés qui nous sont remontées par les porteurs de projets, pour les points de vente et pour ceux qui vendent les produits. Du coup, il y a un décalage. Ok, c'est clair, super. Bon, bah écoutez, il me reste à vous remercier, Chou, Claire et Morgane. Merci beaucoup Merci pour vos beaucoup. interventions et pour ces éléments. Vous êtes à disposition, je pense, hein, des spectateurs s'ils Voilà. ont des questions à vous poser. Et puis sur la ligne, je redonne le rendez-vous tout à l'heure en fin de journée, en fin de conférence, donc ça approche maintenant. Sur la ligne Reuse, au fond du salon, il y aura un petit cocktail et puis bien sûr, vous pourrez voir la ligne Reuse en fonctionnement. Alors, Sophie va rester avec nous. Donc voilà, encore une fois, merci mesdames, merci pour vos interventions. Merci. Merci beaucoup.